Alors bonjour, ici Joël Musard de Montréal et je suis avec To et bienvenue tous au Café Lab du mois de mars 2016. On va réfléchir ensemble, co-construire sur l'organisation agile. Alors je vous invite à me rejoindre sur WebIDEA Pro. On est à 2016 Café Lab Organisation Agile. Et on est dans l'ardoise qui est là, mars 2016. Il y a un Zoom link, donc vous pouvez trouver le lien pour me rejoindre sur Zoom. Et maintenant, on va passer aux présentations. Donc, on commence toujours par les nouveaux. Alors, Rimouski, il y a deux, Marouane et Claude. Alors, bonjour. Et vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Tu veux que je commence? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Claude Grondin. Je travaille chez TELUS à Rimouski ici depuis 3 ans. Je suis Scrum Master à temps plein depuis 2 mois avec Marouane aussi, qui est mon coach agile. Donc, c'est ça. Il m'a invité à participer à la rencontre ce midi. Donc, je viens ici pour apprendre, puis par curiosité aussi. C'est ça. Merci. Bonjour tout le monde, je connais la plupart d'entre vous. Salut Loïc. Je m'appelle Marouane, je suis Scrum Master et coach agile. Je fais ça depuis 2008. Je travaille à mon compte aussi. Je fais beaucoup de mandats. Et voilà, je suis content de parler d'agilité avec ceux qui sont intéressés. C'est important aussi pour moi et aussi pour Claude de parler à la communauté à large et pas juste de rester entre nous. Voilà, j'aime le cinéma. Excellent. Excellent. Et vous êtes à Rimouski. Bon, ça, c'est une grande première pour nous, là. C'est vrai, c'est la première fois qu'il y a un Rimouski. Qui est à Rimouski, là. Alors, à côté, il y a Gaspé, alors on va inviter Jean-Claude. Bonjour Joël, moi je suis Jean-Claude Plourde. Je fais de la consultation en gestion et développement des organisations et j'ai une préoccupation particulière, gestion de connaissances et des processus d'innovation. Je travaille présentement au développement d'un projet d'amélioration des compétences des entrepreneurs à l'utilisation du numérique. Ça fait que je suis de Gaspé, on dirait, ça fait quelques années que je participe au Café Lab des connaissances. Super. Content de voir les gens de Rimouski. Oui. Je me sens moins loin. C'est ça. Et Joël, il faudrait que tu trouves des gens de cul, Jack, pour remonter un peu plus dans le nord. Ouais. Alors, ici à Montréal, Loïc, tu peux te présenter, Loïc? Oui, bonjour. Loïc Richard, j'ai une petite structure qui s'appelle Innov Concept Consulting et qui est spécialisée sur du service conseil en innovation. Et donc, j'en fais ma spécialité et puis j'essaye d'apporter un service auprès d'une entreprise qui souhaite transformer ou relever des challenges à travers la mise en place d'innovations de rupture. Merci, Loïc. Et puis, on va faire un saut de l'autre côté de l'Atlantique, à Chanteloup-en-Brie. Pascal, bonjour, tu peux te présenter? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pascal Bernardon, moi je travaille je dirais, dans la gestion des connaissances depuis pas mal d'années et j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, à mettre en place en fait des usages collaboratifs pour qu'ils deviennent plus performants et plus agiles. Merci beaucoup, Pascal. Et pendant ce temps-là, il n'y a personne qui est arrivé? Non? Donc, oui? Non. Alors, là, je vous... Il y avait une autre personne, Pascal Côté, qui était à Lausanne, qui s'est inscrit sur WebIDEA Pro. Oui, il s'est inscrit hier, mais là, je ne le vois pas. Apparemment, il n'est pas là. Ouais. OK. Alors, il était pris dans le trafic à Lausanne, peut-être.
Donc, je vous invite à me rejoindre sur Espace de co-construction, mars 2016. Et on va faire notre petite pratique de mindfulness. Donc, je vous invite à lâcher la souris et fermer les yeux, puis prendre 3 inspires, puis 3 expires. Il ne faut pas oublier les expires. Et, et c'est bon. Puis là, on travaille en silence pendant quelques minutes. Et il s'agit de mettre toutes les bulles qui nous viennent à l'esprit en lien avec le thème. Donc, on y va. C'est beau. Donc, on va faire un premier tour de table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Bon, ben, je vais commencer parce que personne se dévoue. Ben, moi, je l'ai marqué transformer la culture interne. En fait, à travers ça, je pensais surtout sur la notion de relation entre grandes entreprises et petites entreprises. Autant dans les grandes entreprises, on a une culture généralement par silo, donc très difficile à changer. Autant dans les petites entreprises, on a une culture vraiment très agile où on essaye de s'adapter à toutes les situations. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses, à faire. Le deuxième point, c'est développer, par exemple, une culture d'innovation par l'aspect des labs ou des Fab Labs. Et notamment, ça permet de lier les PME avec les grosses entreprises, car elles ont énormément de difficultés à travailler ensemble. Donc, tous ces éléments-là, enfin, ces exemples, peuvent aider à la transformation organisationnelle de l'entreprise et notamment aussi à développer une culture beaucoup plus agile, puisqu'en fait, il y a des défis, des enjeux, et puis ça oblige les acteurs à réfléchir ensemble sur comment les résoudre. Excellent. Merci Loïc. Quelqu'un qui veut enchaîner? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des commentaires sur nos bulles. C'est Jean-Claude, justement, on dirait les 2 éléments de fond. Puis, j'étais justement sur la bulle de transformer la culture interne. Un des fondements, on va dire, c'est qu'il faut travailler aussi sur les croyances et d'autant plus, quand on commence à travailler sur les croyances, il faut aussi travailler sur les façons de penser. Entre autres, c'est quoi les valeurs qui sont en arrière de ça? Tu sais, comment est-ce que la partie bienveillance en termes de façon de penser est intégrée dans l'entreprise? Si on a plus de bienveillance, on risque de changer la culture interne et ça va nous amener justement à
une organisation qui est un peu plus agile. Et c'est toute cette mécanique-là. Bon, ça amène aussi à poser la question, on dirait qu'on s'installe sur un leadership qui est plus transactionnel. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un leadership qui est plus transactionnel à un leadership qui est plus transformationnel, où est-ce qu'on travaille plus sur les individus? Dans le cas du leadership transactionnel, c'est la base est plus call and control, tandis que dans le cas du leadership transactionnel, c'est plus empowerment, c'est plus comment est-ce qu'on réussit à amener le développement des individus. Et là, on est toujours sur la mécanique de la culture interne. Tant qu'on n'a pas travaillé sur ça, la partie qui est plus intelligence collective, en tout cas, ou organisation agile, on dirait plus, est plus difficile à mettre en place. Merci Jean-Claude. Bon, j'ai parlé ici de différence entre agilité organisationnelle et KM agile. C'est pour un peu piquer la curiosité et la discussion avec nos amis de Rimouski. Donc, ça va peut-être vous faire réagir, Claude et Marwan. Est-ce que, parce que vous êtes plus impliqué dans des projets de logiciels, si j'ai bien compris? C'est bien ça, oui. Et dans le KM, on est plus impliqué dans des projets organisationnels. Donc, on emprunte le vocabulaire agile, mais les objets sur lesquels on joue peuvent être des logiciels, mais c'est plus des savoir-faire, d'autres objets. Donc, il y a des petites différences là. En fait, il y a une personne, 2 semaines, qui nous a parlé d'un projet. Et lui, il fait du KM ici. OK. C'était, je pense, migration d'un portail vers SharePoint, je ne me rappelle plus exactement. Mais il a fait en agile, mais aussi, c'est-à-dire les premières itérations, c'était pour savoir si la technologie et les utilisateurs étaient prêts, ce genre de choses. Donc, c'est un exemple où il y a eu les deux, en fait, les deux mondes qui se sont rencontrés. Oui. Comment vous avez développé ce projet-là? Est-ce que c'est par le biais ce qu'on peut dire une preuve of concept, ou vous êtes passé par là, ou est-ce que vous l'avez développé un peu from scratch? C'est quelqu'un je ne le connais pas, mais je ne sais même pas quoi il ressemble, mais effectivement, il a fait une preuve de concept dans un premier temps. Il avait besoin de savoir si les bases de données allaient être compatibles, et en même temps, il a profité pour simplifier le flux, je pense, de la gestion des connaissances dans ce système-là. Et après, la preuve de concept a été acceptée, ça a bien fonctionné, et là, il a développé le produit. Ok, non, mais là, tu me parles technique, mais d'un point de vue organisationnel. Comment ça s'est passé sur la mise en place de de cet outil? Quels étaient les sponsors qui ont été saisis et comment ils ont été motivés? Et comment, après, vous avez su disséminer l'utilisation de l'outil auprès des acteurs? Ouais, ça, c'est vraiment de bonnes questions. On n'a pas eu ce niveau de détail. Il nous a juste montré, en fait, dans la phase du développement et de la mise en place, qu'il a utilisé des concepts agiles de preuve de concept et des choses comme ça. Mais tout ce qui est autour du projet, je pense, on n'a pas eu ces informations. D'accord. Alors, c'est sûr qu'on utilise des choses similaires, c'est-à-dire la flexibilité et de remettre en question les bases du projet, les ajuster selon le contexte. Donc, il y a des choses très similaires. Bonjour François. Bonjour, oui, pardon, excusez-moi du retard. C'est bien, c'est très loin, Paris, donc c'est correct.
Donc, tu t'inscris à qui est là? Ok, oui. Oui. Et puis, quand tu es inscrit, ben, on te donnera 1 minute pour te présenter. Donc, on continue la conversation. Oui, Jean-Claude, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais avoir une information dans le cas de TELUS. La, la clé d'entrée, on dirait, ou l'élément déclencheur, on dirait, il vient, est-ce qu'il vient d'un projet, il vient de la direction, on dirait, c'est quoi l'élément déclencheur? Regardez, on dit pour justement faire un projet agile. C'est-tu parce que c'est dans le domaine ou comment est-ce que vous avez été sensibilisé justement à cette mécanique-là? Ouais, je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est peut-être un mix de plusieurs facteurs. En fait, ici, on a dans nos équipes des gens qui peut-être ont déjà pratiqué la méthodologie ailleurs dans d'autres entreprises ou on a des gens motivés ici qui regardent ce qui se fait ailleurs ou qui ont déjà fait ailleurs puis qui ont peut-être poussé au sein du département ici pour qu'il y ait des projets qui se fassent en agile. Mais il y a aussi une volonté, je pense, au niveau de la direction ou en tout cas, il y a vraiment une certaine volonté d'implanter ça dans les équipes. Là. OK. Et comment est-ce que ça par rapport au processus qui est un processus plus planifié avant, on va dire, comment est-ce que le mariage se fait entre les deux? Je te dirais honnêtement que c'est pas toujours facile. Tu sais, quand il y a quelqu'un tantôt qui disait par rapport à la transformation de la culture interne que des fois dans les grandes entreprises, on travaille beaucoup en silo, tu sais, puis je pense que c'est un défi, nous, ici chez TELUS, parce que, entre autres, moi, je me rends compte que depuis que j'ai commencé nos projets, je me rends compte qu'on est assez loin de nos clients des fois. Là. C'est pour ça que j'avais mis le petit point tantôt, se rapprocher du client là, sous la transformation en la culture interne, parce que je me rends compte, en tout cas, que souvent, on ne sait pas trop c'est qui notre client. Puis, on a de la difficulté à lui parler directement. Fait que c'est un défi, en tout cas. C'est un défi de tous les instants, je te dirais, dans nos projets agiles. C'est ça. Pour nous, en gestion de connaissances, c'est la base. C'est-à-dire il faut être très proche du client puisque on va lui parler et on va apprendre, on va travailler ensemble pour établir c'est quoi les besoins pour idéalement chercher des projets pilotes pour commencer avec ceux qui sont le plus intéressés. Donc, on n'essaye pas de transformer la culture interne, mais de choisir ceux qui sont les champions dans l'organisation. Ah, bonjour Pascal Côté, à Lausanne. Alors, il y a deux personnes qui sont arrivées, Pascal et François. Vous pourriez vous présenter? On fait une petite parenthèse. Pascal, tu peux te présenter? À Lausanne? Est-ce que vous m'entendez? La question c'est. Oui. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, moi je suis un réducteur de fractures numériques, un technicien digital. En clair, des transformations numériques qui font sens pour les êtres humains avant que ça. Alors François, j'ai entendu réducteur de fracture numérique. C'est ça. Je suis resté dans la fracture. Là. Voilà, c'est ça en gros. Ok. C'est la fracture du lien entre Zoom et toi. Ouais. Ben, c'est effectivement, on constate surtout dans les cafés labs et dans le collab là, que la fracture numérique est
un gros, une grosse difficulté, quoi, parce que il y a beaucoup de monde qui est de l'autre côté. Ouais, c'est bien le problème, effectivement. Oui, mais La région suisse romande, on a. la fracture numérique, je pense qu'elle est normale, puisque on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Et en même temps, on a des structures, des organisations qui n'adaptent pas forcément tous ces nouveaux outils. Donc, il y a forcément une rupture entre les connaissances des individus, l'utilisation des outils et ces performances en productivité. Et avant de parler d'outils, moi, je préférerais parler d'usage, en fait. Parce que des outils, il y en a plein. C'est des usages qu'il faut vraiment matérialiser dans un premier temps. Pour que les usagers ils aient bien conscience de ce qu'ils peuvent gagner en mettant en œuvre ces usages. La difficulté qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui dans la transformation numérique, c'est qu'on prend trop on prend trop le projet par l'outil plutôt que par l'usage. Et en fait, on dit, ouais, bah, tu utilises tel outil, tu vas gagner du temps. Bon, déjà, comme il y a souvent très peu d'accompagnement, ou mauvais accompagnement, je dirais, l'appropriation ne décolle pas, en fait. C'est ce qui aggrave souvent les fractures numériques. Et donc, et comme tous les jours, on est submergé par des nouvelles solutions qui arrivent, des nouveaux acteurs sur le marché, et ainsi de suite, à un moment donné, on sait plus ce qui se passe. Tout à fait d'accord. Donc, si vous utilisez votre ascenseur, en bas, j'ai mis quels pourraient être les principes du KM Agile. Et donc, une des problématiques, justement, c'est la question de la techno. Donc, la techno devrait être un facilitateur, mais pas la solution, là. Et donc, alors ça, c'est les principes du KM Agile sont, comme vous pouvez voir à Rimouski, un peu différents des principes que vous avez dans votre agilité pure. Je vais vérifier aussi dans le cas de Rimouski, est-ce que vous documentez un peu comment est-ce que ça s'implante dans l'organisation? Y a-t-il quelqu'un qui, comment je veux dire, qui prend des notes sur c'est quoi l'impact que ça a, justement, à cause de la culture en silo? Une excellente question. Ben, dans la vraie agilité, on ne prend pas de notes. Oui, je le sais, mais comment je veux dire, dans la retranscription de ce qu'ils sont en train de vivre, on va dire, dans un autre secteur, dans un autre silo, le fait d'avoir justement, on va dire, ce type d'information-là, on va dire, permet justement, dans certains cas, de passer ou en tout cas de comprendre si vous jusqu'à la barrière ou. C'est une excellente question. J'ai l'impression que souvent la documentation qu'on fait, c'est plus en lien avec les formations agiles qu'on donne, puis pas comme ça. Sinon, c'est sûr qu'on garde toujours une trace à chaque sprint de nos rétrospectives. Donc, ça fait une espèce de. Tu sais, on peut peut-être s'y référer plus tard pour tirer peut-être certains enseignements de ça. Mais est-ce qu'on garde vraiment un historique? Non, je pense pas. Vous n'avez pas, par exemple, de comité d'experts qui analyserait, je sais pas moi, l'ensemble des bases de connaissances qui ont mis en place, qui les mettent à jour, qui sont des référents éventuellement au sein de l'organisation pour transmettre un certain nombre d'éléments? Ben, en fait, on a un comité agile là, qui a lieu peut-être, je pense, à tous les 2 semaines. Donc, il y a un comité agile, puis les gens de ce comité-là font des présentations, mettent à jour des documents. Est-ce qu'il y a un endroit centralisé dans lequel ils partagent l'information? Pas certain. Je pense il y a beaucoup. C'est une longue question parce que en ce moment, bon, il y a un peu de crise économique, etc., dans le sens
c'est les grandes entreprises qui sont prêtes à payer du coaching. Moi, je suis contractuel, je ne suis pas employé. Je suis coach agile et on manque déjà beaucoup de coaching. Et on a enfin là, on a 3 projets en parallèle, des choses comme ça. C'est sûr que moi, dans mes interventions, je documente beaucoup lorsqu'on me donne le temps de le faire. En ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. Et le minimum qu'on fait, c'est lorsqu'on fait les planifications de sprint et les fins de sprint, on envoie un courriel à tout le monde et on garde ça dans un endroit centralisé où effectivement on peut voir en fait sprint après sprint quels sont les défis, quels sont les objectifs, s'ils ont été atteints et qu'est-ce qu'on a appris. Je pense que ça c'est le minimum et ça peut beaucoup aider, je pense, les équipes qui s'intéressent à commencer les transitions. Maintenant, Marwan, mais est-ce qu'il y a une synthèse de ces sprints? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Si à chaque fois, il y a une base de connaissances sur chacune des sprints, il y a forcément de la redondance de l'information. Vous utilisez Jira, par exemple? Ça, c'est pour l'opérationnel, c'est pour le travail à faire. Mais on utilise un SharePoint, par exemple, pour mettre ces informations. Donc, je parlais les sortes pas de synthèse, mais plus de rapports. Et ailleurs, par exemple, chez Desjardins et dans d'autres endroits, ils ont fait des PMO agiles, des bureaux de projet agiles. Et ils ont le mandat, généralement, de faire ce genre de travail. Ouais. Mais pas ici. Ici, on manque de capacité. J'avais une autre question qui était justement en lien avec ça. Et tu as abordé le sujet un peu, non? C'est toute la partie coaching. Tu fais du coaching de processus, mais dans le cas des individus, on dirait qui justement veulent passer d'une position qui est une position plus hiérarchique d'autorité à une position qui est plus une position agile. Ça demande des compétences qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Est-ce que dans certains cas, on va dire, il y a du coaching individuel pour justement arriver à acquérir de nouvelles compétences en termes de relations interpersonnelles ou en termes de façon de penser, on dit qu'il est plus en négociation qu'en décision. On va dire, est-ce qu'il y a du coaching personnel qui vienne justement supporter les individus ou vous êtes strictement au niveau du coaching opérationnel, au niveau du processus? Je pense que c'est sûr que le besoin est là. Il y a généralement, quand un mandat commence, c'est généralement, on aimerait que les équipes deviennent agiles, etc. En cours de route, généralement, le mandat change. Et parfois, comme une fois, j'ai eu un mandat où finalement, il fallait coacher le manager en fait, pour qu'il laisse les gens travailler. C'est comme... C'était un Oui. On est tous confrontés à ça, là, mais... c'est souvent là que ça cloche. C'est souvent là que ça accroche, en fait. Pour répondre à la question, c'est sûr qu'il y a un flou artistique en ce moment concernant les rôles des coachs agiles, parce que effectivement, il y a une partie connaissance du domaine, donc par exemple l'informatique. C'est sûr que moi, en tant que coach, si je ne comprends pas, ou en tout cas si je ne me montre pas aux gens avec qui je travaille que je comprends, ce n'est pas la même chose. Ils vont avoir peut-être moins d'écoute et des choses comme moins de confiance aussi. Après, effectivement, il y a le processus, mais c'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui est effectivement important, c'est être agile plutôt que le faire. Et donc, ça demande des compétences, effectivement, en coaching. Et la plupart des coachs se forment sur ces méthodes-là. De plus en plus, quand on arrive au niveau coach, il faut être en mesure aussi de répondre justement à l'accompagnement. Et c'est la partie, moi, qui m'intéresse le plus et aussi qui est la plus difficile à faire aussi. Donc, c'est changer les hommes. C'est plus dur. Mais c'est vrai qu'il y a des coachs qui ne s'intéressent pas du tout à ça et c'est difficile. Mais ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Donc, en fait, on a plusieurs casquettes pour un seul rôle, enfin un seul mandat. Donc, mais avez-vous un lien avec le service d'aide aux employés? On va dire, est-ce que dans certains cas, on va dire le service d'aide aux employés, on va dire, ce ne serait pas un appui ou
sais, comment est-ce que le mariage peut-tu se faire ou pas se faire? Ben, je peux donner un exemple. J'ai déjà pensé à contacter ce service. Mais par exemple, en, tant en tant que coach, on fait au moins une fois par sprint, on a des sessions individuelles avec chaque personne. Et, et en plus du plan de coaching de l'équipe et de l'organisation, il y a aussi un plan de coaching personnel. Donc, OK. comment la personne... Qui fait partie du processus. Moi, c'est un des outils. Moi, je fais ça. Je ne sais pas si OK. tout le monde fait ça. OK. Est-ce que François m'écoute? Tu peux te présenter, François? Oui, bonjour. Hop là, on y allait. Voilà. François Musard, donc je suis architecte de bâtiment et BIM manager, donc je m'occupe de la transition numérique dans une agence d'architecture de 30 personnes. Et donc là, j'ai fait un master l'année dernière sur le BIM management, donc le Building Information Modeling. Et là, je fais une thèse sur les méthodes agiles appliquées au bâtiment. Donc, ça m'intéresse de découvrir ces méthodes et de voir un peu comment on pourrait, ces méthodes qui ont été créées dans le monde logiciel, éventuellement les appuyer sur le monde du bâtiment. Voilà. Mais j'arrive pas à me connecter à WebID App Pro, j'ai perdu mon identifiant, donc je regarde. OK. Je vais peut-être t'aider là-dessus. Merci. Je mettrai ton identifiant dans le... Ah non, dans le chat. Dans le chat de Zoom, peut-être. OK. Il y a de la musique. Est-ce que vous pouvez gérer? Qu'est-ce qui se passe avec les musiques? Merci. Donc, on fait une autre phase de travail en silence, une autre 3 minutes, et puis et on se rejoint dans quelques minutes. Là. Pendant ce temps-là, je cherche l'identifiant de François. Sur le même. Sur le même. Donc voilà, j'ai mis l'identifiant dans le chat, François. Merci. Bienvenue.
C'est beau. Donc, on repart à parler de nos bulles. Pour résumer un peu ce que Rimouski avait marqué, vous parliez des difficultés des chefs de projet qui amènent à coacher les leaders. Et est-ce que c'est quoi les difficultés principales des chefs de projet? C'est pas nous qui avons mis ça, mais on peut répondre, je pense. Pardon? C'est pas nous qui avons mis ces cases-là, mais on peut répondre. Non, c'est moi qui ai mis ces bulles-là en partant de ce que vous aviez dit. Parce que le jeu ici, c'est que s'il y a quelqu'un qui parle, on peut mettre des bulles pour résumer là. Ok. Ben, en fait, ce que a commencé à dire Claude tout à l'heure, bon, les grandes organisations généralement ont des PMO, des bureaux de projet qui fonctionnent d'une manière plus traditionnelle, par exemple en suivant les PMI. Ils ont des chefs de projet PMP et tout. Donc pour eux, c'est ressources, budget, temps et tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qui fait pas beaucoup de sens en agile. Et la couche de traduction est difficile, douloureuse aussi. Donc ils vont aller chercher des projets, ils font des bids et tout, mais ils vont aller chercher des projets et généralement ils n'impliquent pas les équipes et en quelque sorte leur imposent une cédule et un budget. Et là, donc. Ok, ils vont faire plus un waterfall projet là. C'est ça. Et ils continuent à utiliser des termes comme ressources, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est pour eux, c'est évidemment, ils ont besoin de beaucoup de coaching parce que leur rôle est de moins en moins pertinent en 2016 et je suis pas juste dans l'informatique, je pense. Et souvent, ils ont beaucoup de mal à faire confiance en fait à ce que l'équipe s'autogère ou devienne autogérée. Effectivement, le coaching aide en fait, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. Donc, finalement, pour dire peut-être deux mots par rapport à ça, leur rôle change au lieu de gérer l'équipe et tout ça, ils deviennent des facilitateurs de l'environnement. C'est-à-dire, ils vont aider sur les obstacles d'organisation, sur effectivement le budget, mais aussi protéger en quelque sorte l'équipe de ce qui pourrait se passer dans l'organisation parce qu'il y a généralement beaucoup d'interdépendance entre les équipes. C'est vers là où moi je les amène. Mais qu'ils arrêtent de regarder le day-to-day, ça sert à rien. C'est pas pour eux. François, vous avez ces mêmes difficultés dans le bâtiment? François? Nous, il n'y a pas de. Jamais vu de coach agile. J'ai pas compris. Dans le bâtiment. Allô, oui. On m'entend ou pas? Oui. Je vais me déplacer et je crois que j'ai pas une bonne connexion Internet. Ah, d'accord. Allô, vous m'entendez là un petit peu? Oui. Ça marche mieux là? Oui. Non, dans le bâtiment, il n'y a pas de organisé de la même manière. Ça marche? Oui. Non, après que dire Donc c'est vrai que est-ce que ça serait une bonne idée d'avoir des coachs agiles dans le bâtiment? Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu des expériences dans d'autres filières que l'univers du logiciel. Moi, oui, mais pas dans le bâtiment. C'est sûr que les coachs agiles, avec le temps, deviennent des coachs agiles, pas juste dans l'informatique, mais il y a beaucoup l'aspect lean d'entreprise, etc. Oui, alors dans le bâtiment, c'est vrai que c'est le lean, je pense, qui est en train plus d'arriver en premier. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre plutôt plus favorable que l'autre. En tout cas, nous, c'est la maquette numérique après aussi qui nous force en fait à collaborer parce que le bâtiment, c'est quand même pas mal par silo. Déjà, nous, on travaille dans une même équipe, mais il y a les architectes d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Il y a plusieurs types d'ingénieurs. Alors qu'on est censé être ensemble, déjà, on travaille chacun de notre côté. Donc, je pense qu'on part vraiment de très, très loin. Et la maquette numérique aide à travailler tous autour d'un même modèle numérique. Donc, forcément, là, on est obligé de collaborer.
Et nous, on n'a pas d'outils encore très, très matures. Donc, souvent, on s'inspire des outils du logiciel où il y a des gens qui utilisent comment ça s'appelle, Jira ou des choses. Voilà. François, j'ai une question. Moi, on dirait, êtes-vous confronté au fait que, puis là, on dit, tu travailles chez des professionnels, là. La mécanique des professionnels, on dit d'habitude, on dit c'est leur connaissance personnelle, on dit qui fait leur qualité, en tout cas, on va dire qui tient leur place dans l'organisation, là. On prend des connaissances personnelles, puis on fait un patrimoine d'équipe. Ah oui, dans le bâtiment, souvent. D'ailleurs, est-ce que dans ce contexte-là, ça a des impacts sur la qualité de la collaboration, là? Est-ce que ça arrive ou aussitôt que tu es rentré dans une équipe agile, on va dire le passage se fait assez facilement? il n'y a pas vraiment d'équipe agile. Des équipes de conception maquette numérique sont un petit peu obligées de collaborer un peu plus, mais je dirais que ça se fait principalement dans la douleur. Et après, ceux qui sont les plus motivés ne sont pas forcément les mandataires, donc on n'a pas forcément la main sur le choix. Après, sur les gens qui ont de l'expérience, en effet, c'est vrai que d'une équipe à l'autre, c'est très variable. Et on travaille avec la même boîte, on peut avoir une expérience totalement différente sur la bouteille et tout ça, ou quelqu'un d'un peu moins expérimenté. Donc il y a vraiment beaucoup de variabilité. Le facteur humain est très très important dans le bâtiment. Okay. Mais dans le cas de, je prends Rimouski, on va dire, avez-vous la même difficulté? On va dire, parce que c'est la connaissance. En tout cas, vous êtes ici, on va dire, dans un milieu, on dit qu'il y a un milieu professionnel où c'est la connaissance de l'individu, on va dire, qui lui donne, en tout cas, une certaine qualité dans l'organisation. Est-ce que quand il prend ses connaissances puis qu'il le met au patrimoine de l'équipe, sentez-vous, on va dire, que ça a des impacts sur la collaboration ou ça se fait assez facilement? Oui, je peux essayer, je peux tenter une réponse. Ben, je te dirais que ça dépend. Comme nous, des fois, dans certaines équipes, on a des gens qui sont là depuis longtemps, ils ont beaucoup d'expérience technique, puis dans certains cas, sont un petit peu peut-être rébarbatifs à partager leurs connaissances. Donc, c'est un défi, dans le fond, de peut-être d'amener ces gens-là qui ont beaucoup de connaissances techniques des fois à les partager avec les autres membres de l'équipe. J'ajouterais aussi, dans les mandats que j'ai faits, généralement, les chefs d'équipe ou les experts sont ceux qui sont les plus durs à coacher. Parce qu'ils commencent à entrer dans un mode, moi je suis un leader, j'ai un leadership différent, eux aussi ce sont les leaders. Moi j'ai pas de place hiérarchique, mais aussi le Scrum Master, pas juste le coach, mais le Scrum Master aussi. Et là, ils comprennent pas pourquoi ils doivent changer, surtout que généralement, les échelles salariales et ce genre de choses, elles sont verticales. Et évidemment, le vertical, ça veut aussi dire autorité. Donc ça, c'est généralement des cas difficiles. Et moi, j'ajouterais aussi, avec le temps, j'ai commencé en fait à me questionner même sur les pratiques collaboratives et ce genre de choses, parce que ça peut être très violent pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière-là, et peut-être qu'ils n'ont pas besoin ou pas envie de changer. Et en quelque sorte, c'est un peu plus la psychologie humaniste, en quelque sorte, de dire, bah, si les gens ne veulent pas forcément changer, pourquoi en fait, les méthodes agiles sont très violentes par rapport à ça, parce que tu es obligé tout le temps. Donc, est-ce qu'il y a, juste pour finir mon idée, est-ce qu'il y a la place pour la diversité aussi? C'est une question, à mon avis, très importante. C'est vrai que Marwan, tu poses la question du leadership du chef d'équipe, notamment de quelqu'un qui est dans une nouvelle position en gros de dominance. Mais aussi, des fois, il y a les chefs d'équipe qui veulent amener du changement, mais l'équipe ne veut pas ce changement. Et là, on est confronté à un mur. C'est plutôt l'inverse que, enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le manager qui a l'impression de perdre du pouvoir que le reste. Bon.
Alors, du point de vue psychologique, j'apporte moi mon petit grain. Je parle plutôt de flexibilité psychologique, donc d'entraîner les acteurs de l'équipe, y compris le leadership, à développer cette flexibilité psychologique en fonction des besoins du contexte et surtout des clients qui changent constamment et qui ont besoin de résultats subito presto. Donc, on développe des méthodes justement d'action, de formation pour amener ça. Voilà. Pascal, Lausanne, des commentaires? J'ai un micro, vous m'entendez? Oui. J'ai une connexion Internet qui est assez instable là. Oui, allez-y. Non, rien de particulier sur les éléments. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre le lean par rapport à Agile. Parce que je poserai la question à cette notion de résistance au changement. Messieurs. François, tu voulais parler sur le lean? On a perdu François. François, tu voulais parler sur le lean? Non, disparu François. Donc, tout le monde a disparu là. Non, je suis encore là. Non, non, on est encore là. Ah, c'est Joël qui disparaît. Ouais. OK. Rimouski, qu'est-ce que vous pensez de cette question, la différence entre le lean et l'agile? C'est une réponse à ça, toi? Oui. Moi, je pense que c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Moi, ma vision un peu de ça, c'est que Lean, c'est une méthode qui a été inventée pour réduire le gaspillage puis faire de la méditation continue. Donc, alors qu'Agile, c'est plus une façon de penser qu'une méthodologie. Je sais pas. Claude, je suis d'accord avec toi, Claude. C'est vraiment le Lean. On est là pour enlever les grains de sable dans les processus et tout comme ça, mais c'est sûr que ça crée une meilleure agilité. On va plus vite qu'avant, mais c'est pas de l'agilité en fait. Ça n'a rien à voir. C'est complémentaire, mais on peut pas les comparer en fait. Oui, aussi en Agile, bon, vous connaissez le manifeste Agile. Les humains sont plus importants que le processus. Je pense que Lean ne s'intéresse pas du tout à ça. Non. Lean, il est sur le process. Lean, il est sur le process. Comme vous savez, au Québec, il y a eu plein d'expériences d'optimisation, par exemple dans le domaine de la santé. Ça, c'est des consultants de Lean. Et on voit que les clients ne sont pas contents. Juste optimisation du process, effectivement. J'ai une discussion intéressante avec un gars qui a étudié ce genre de choses, mais en sciences sociales, je crois. Et il disait que Lean, ça fonctionnait au Japon, entre autres parce que c'était un changement culturel qui était comme post-Deuxième Guerre mondiale, tout ça, et c'est un contexte culturel assez fort où finalement, il y a eu un consensus entre les Japonais pour dire OK, on va réduire, optimiser tout ça, mais on est au service de l'entreprise, on est au service de la patrie. Mais ici, par exemple, c'est une société, disons, sans dire que c'est un jugement ou autre, hein, mais les gens sont un peu plus individualistes. Les gens, il n'y a pas un projet commun de société clair ici par rapport au Japon. Donc, c'est pour ça que quand on fait du Lean sans contexte aussi, ça peut être difficile pour ceux qui vont vivre avec les conséquences. C'est vrai que l'introduction de la culture est vraiment hyper importante.
Alors là, on ne parle pas de culture d'entreprise, mais on parle plutôt d'une culture nationale. Mais on prend la France, ou on prend les États-Unis, ou on prend le cas du Brésil, les choses risquent d'être très différentes parce que bon, les personnes n'ont pas du tout la même façon de travailler et n'acceptent pas forcément la relation hiérarchique que, par exemple, au Japon, on serait prêt à accepter. Ouais, et puis, Marouane, tu as pris l'exemple du Japon, c'est intéressant parce que globalement, au Japon, si tu veux, ils essayent, c'est des Iliens et ils ont très peu d'immigration, très peu de choses comme ça. Donc, ils essayent d'optimiser en interne avec la population qui vieillit, de pouvoir produire toujours plus vite et toujours aussi bien. Donc, c'est ce concept-là qui a fait que le Lean a bien marché chez eux, la méthode Toyota a bien pris. Une petite chose que je voudrais apporter dans la culture interne aussi, c'est aussi toute l'approche du multiculturalisme. En fait, aujourd'hui, on est quand même des sociétés qui sont de plus en plus multiculturelles où des acteurs viennent de plusieurs pays et la façon de faire n'est pas forcément du tout la même. Donc ça peut créer des tensions au sein de l'entreprise, notamment sur la façon de gérer les projets. Par exemple, si on prend le Japon, ça serait plutôt une culture très hiérarchique. Donc une personne japonaise qui viendrait peut-être au Québec et qui a une relation, on va dire, hiérarchique assez forte avec ses employés ou ça pourrait ne pas coller. Moi, j'aimerais ajouter par rapport à ça que dans le monde globalisé aujourd'hui, et c'est un peu ça la force de l'agilité, où finalement on amène l'équipe à se poser des questions sur les clients, le produit, sur la technologie, mais aussi son auto-organisation. Donc, on peut être focusé sur le résultat, sur faire de beaux produits ou travailler en équipe. Et comme c'est holistique en quelque sorte, comme manière d'être et de vivre finalement, ça peut parler à plusieurs cultures en même temps, tu vois. Et ça c'est extrêmement puissant. Moi, j'ai travaillé un peu partout et dans d'autres pays aussi. C'est rare où finalement l'agilité, quand les gens comprennent la valeur, la transparence et ce genre de choses, ne trouvent pas un intérêt selon les différents axes que j'ai dit. C'est pour ça que ça marche aussi. Mais c'est pas juste une question culturelle parce qu'il faut ici voir que deux individus, deux Québécois, on va dire, qui ont des historiques de travail différentes où quelqu'un était plus en participation et l'autre personne était plus d'un milieu d'autorité, d'un milieu hiérarchique. Quand tu émets dans une équipe agile, on va dire la personne qui était en milieu plus hiérarchique, on va dire la première question qui va te poser, c'est comment ça que c'est à moi à faire la discussion sur un choix organisation ou un choix d'activité. Il y a des boss ici, on va dire, puis les boss sont payés pour ça. Et c'est toute cette culture-là, on va dire, c'est pas nécessairement une culture société, on va dire, c'est aussi la façon dont tu as été impliqué ou en tout cas tu as été intégré dans les organisations. Éduqué. Tu n'osais pas dire éduqué. Nous, on a dit brainwasher et aliéné. Ouais, on a dit brainwashing, ça. Aliéné par le travail. Ça dépend comment tu as été aliéné. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ton premier boss. Il y a la question du coach de changement. Et c'est Pascal Côté qui a parlé de ça. Est-ce que, Pascal, tu veux faire des commentaires?
Vous avez la réponse? Tu as des réponses pour moi? Pascal Côté? Oui, mais ça marche pas bien, donc vous ne me recevez pas. Oui, oui, on t'écoute. Ah, ok. Oui, en fait, la partie, je pense que c'est vous parliez tout à l'heure, la résistance au changement, et puis cette capacité, et on vient en parler aussi. Oui, oui, On oui. parlait de cette difficulté des gens qui ont leur position, et donc du coup, le rôle de prendre des décisions parce que je suis juste un exécutant. Et cette transformation culturelle, on parlait de multiculturalité aussi. Moi, j'aime marquer agile centré humain, lean centré process. C'est vachement important. Ça donne une dimension sur tout ce qui est agile qui est au-dessus des process, puisque du coup, ça concerne les humains et les process dans leur globalité. Et la nécessité de cette transformation, de ce changement, de cette culture du changement, ça me paraît les choses fondamentales, ce qui est quelque part, presque, est-ce que c'est pas un psychologue ou quelqu'un qui est spécialisé, qui a une formation de PNL? Je veux dire, nous, on vient du monde agile en étant finalement plutôt du monde informatique ou du logiciel. J'ai un peu le sentiment que on manque de formation du côté psychologie, du côté de la comportement humain, de ce genre de fresques. Des gens du monde de la ou des sciences sociales, je dirais, seront peut-être mieux adaptés pour implémenter ou pour coacher des systèmes ou des solutions d'équipe transformation agile dans des méthodes de type agile. Bah, je pense que c'est des choses qu'on retrouve au-delà de la méthode agile ou quoi que ce soit. Quand tu prends aujourd'hui les conceptions de nouveaux objets ou quoi que ce soit, il y a pas mal d'acteurs de sciences humaines qui appartiennent à l'équipe projet maintenant. Parce que justement, on met cette dimension supplémentaire qui est autre chose que dans le design thinking, il y a une mixité, je dirais, des compétences qui fait que dans la création d'un produit ou d'un service, on inclut l'aspect humain, ce qui est important. Ouais, et moi j'aimerais ajouter aussi pourquoi les entreprises en logiciel vous en payent pour ces services-là. C'est parce que en tant que coach, on les aide à livrer. Donc, si tu as un coach qui ne comprend pas le business ou autre, et ce n'est pas évidemment une critique, hein, ça va être plus difficile de comment dire, de justifier un investissement. Et moi, quand je commence un mandat, je fais tout pour que l'équipe apprenne à livrer, en même temps qu'elle subit ou qu'elle s'approprie aussi sa transition agile. Probablement, dans le futur, on va avoir des coachs qui vont être très multidisciplinaires. Ils peuvent venir justement du monde de la psychologie, mais en ce moment, les entreprises privées ne sont pas prêtes à prendre le risque d'avoir juste un coach de transformation. Pour, en tout cas, disons, à plein temps pendant, disons, 6 mois, une année. Ça peut être un autre mode, en fait. Mais est-ce que la partie RH, ou du moins une personne des RH, ne peut pas faire ce genre de travail? Parce qu'au fond, ça touche énormément des RH. On a essayé, Loïc, on a essayé dans le passé avec certaines personnes des RH, mais on n'a pas le même focus, en fait. Pour eux, ils parlent encore de ressources humaines et ce genre de choses. Nous, on dit, bon, ça y est, ça fait partie d'une autre époque. Et effectivement, moi, je pense que dans le futur, on va avoir dans les universités des cours d'agilité, on va avoir des Scrum Masters qui vont sortir peut-être plus solides, en fait, qui vont avoir des formations en psychologie, ce genre de choses. Aujourd'hui… Il y a certaines universités, je pense surtout dans le nord de l'Europe, qui utilisent un peu l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui est vraiment un outil agile, puisqu'en fait, quand moi je parle, toi tu peux capturer ma connaissance, et quand toi tu parles, moi je peux capturer ta connaissance. Et le travail par cartographie va permettre, je pense, une amélioration notable dans le cadre d'un travail collaboratif et développement de l'agilité au sein des équipes, quoi. Oui. Peut-être moi je peux ajouter quelque chose quand… Bon, je pense que vous connaissez un peu le rôle du Scrum Master, le facilitateur agile au sein de l'équipe. Et c'est comme une sorte, pour moi je vois ça comme un médecin généraliste qui voit des symptômes et qui va essayer de connaître la cause, la racine des choses. Mais il se pourrait qu'il n'arrive pas, ou cette personne n'arrive pas à résoudre, parce que par exemple elle manque de connaissances ou d'expérience. Et
Moi, je peux voir dans un futur proche d'avoir un réseau de personnes, en fait, de différents métiers, différents horizons, parfois peut-être industries, où un coach agile ou un Scrum Master va demander de l'aide et va dire, par exemple, moi, j'ai besoin, par exemple, de quelqu'un qui sait faire de la médiation, ou moi, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît plus les produits, ou des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit le rôle comme, OK, on prend un Scrum Master, il reste à l'interne, mais il faut absolument être ouvert et demander de l'aide. C'est primordial en fait, aux spécialistes. Et la question de la... Oui. Tout à Est-ce que fait. tu pourrais lier le Scrum Master au Community Manager? Pardon? Aujourd'hui, Relier dans le les Scrum entreprises, Master au Community Manager. Tu peux m'expliquer, Loïc? le Community Manager, c'est une personne qui gère un peu la gestion des connaissances, mais aussi qui anime des communautés de pratique au sein des entreprises. C'est pas mal, je pense, développé dans l'industrie vidéo et d'autres secteurs d'activité. Et donc, il a un rôle aussi de facilitateur, comme toi, tu te définis en tant que Scrum Master. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas de Community Manager au sein de TELUS? Je ne sais pas, Claude. Pas de rôle qui s'appelle comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont d'autres rôles, mais qui prennent ce rôle-là, dans le fond, un peu sous leur responsabilité. Il y a aussi un gars qui a créé une communauté pour tous les coachs Scrum Master. Ouais. Excellent. Donc, on va faire un dernier tour de table, puis après ça, on s'en ira à l'ardoise sur les récoltes d'aujourd'hui, parce que le temps file. Ça passe vite, hein? Donc, on va commencer par les derniers venus. François, tes commentaires de la fin? Oui, j'ai plutôt écouté aujourd'hui. J'avais des problèmes, j'étais en retard et j'avais des problèmes d'internet. Donc voilà, j'ai pris quelques notes et j'avance sur ma thèse. Donc j'espère que dans une prochaine session, je pourrai vous faire des retours un peu plus conséquents. OK. Dans l'espace des récoltes, si tu peux suggérer des thèmes pour la prochaine fois, c'est bien. OK. Pascal Côté à Lausanne, tes commentaires de la fin? Oui, alors déjà désolé pour être arrivé en retard. C'est correct. J'aime bien découvrir des choses intéressantes, de nouveaux éclairages comme d'habitude. C'est pour ça que c'est un régal de pouvoir vous rejoindre. Ben, on est bien content de t'avoir ici. Surtout que je suis vraiment un novice et une façon empirique, je le découvre sous forme de synchronicité. Super. Ouais, j'ai une petite question aux nouveaux participants, enfin, ou du moins ceux qui connaissent pas trop Zoom. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet outil par rapport à votre expérience de Google+? De Google Hangout. Oui, Google Hangout, excusez-moi. À peu près. J'ai pas eu de qualité moindre ou mieux ou pire. C'est un petit peu plus facile, un petit peu plus convivial que Google+, personnellement. Merci. Alors, on continue en Europe. Pascal Bernardon, tes commentaires? C'était très riche. Hein. Je dirais, on est parti de l'agilité et puis on est retombé sur le lean et puis on a tourné autour de ces deux concepts. Et puis surtout, bon, c'est bien, on a eu des bons retours d'expérience des personnes qui étaient là. C'est super. Moi, à chaque fois, j'en ressors plus riche. Donc, je suis satisfait de ce qui a fait des connaissances. Super. Mawen et Claude à Rimouski? Oui, ben moi, en fait, c'était ma première expérience. Puis, écoutez, j'ai été très satisfait des conversations qu'il y a eu. Ça a été très intéressant. Puis, je pense que ça fait du bien des fois de sortir un peu de notre contexte d'entreprise
puis de voir un peu ce qui se passe autour de nous, dans la communauté. Merci, Claude. Moi, je suis content aussi. Je me rends compte, je disais à Claude, qu'en fait, notre rôle n'est pas bien compris à l'interne, mais non, pas non plus à l'externe. C'est vraiment, on est vraiment à la préhistoire, en fait, de ce genre de rôle. Et je sais pas. Personnellement, ça m'intéresse de travailler avec les gens, qui qu'ils soient, pour que ce soit plus reconnu, mais aussi plus soutenu. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont plus de questions, ils peuvent nous contacter. On nous fait très plaisir, en fait, de répondre. Super, mais mettre une bulle avec ton nom puis ton lien, et comme ça, on reste en contact. Ouais, moi, j'ai une question à Marouane. Je suis en train de rechercher quelqu'un qui s'occupe de l'innovation au sein de TELUS. Est-ce que tu connaîtrais pas dans ton réseau quelqu'un qui aurait ce rôle-là? Quelqu'un d'un niveau assez élevé au sein de l'organisation. OK, vous allez communiquer directement? Ça va être... Oui, je pense. Oui, c'est une question. C'est beau. C'est beau. Donc, Jean-Claude Agaspé? Moi, j'ai trouvé la discussion intéressante aujourd'hui parce qu'on avait la partie conceptuelle, mais aussi la partie expérience. Et là, les gens de TELUS, on va dire, nous ont amené justement à identifier un peu plus à l'expérience comment est-ce que le concept se passe. Là. Fait que c'est tout ce retour d'informations-là qui est intéressant. Super. Loïc, à Montréal? J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Jean-Claude. Son commentaire est très pertinent et je vais dans ce sens-là. OK. Donc, je vous invite à me rejoindre dans l'ardoise des commentaires et des récoltes. Est-ce que vous pouvez mettre des mots là, sur avec quoi vous partez et quelles seraient les suggestions de thèmes pour les prochaines fois? Pendant que vous faites ça, je passe un petit avis commercial. On est en train d'organiser le Collab du savoir pour le mois de juin. Et donc, on vous invite à répondre au questionnaire parce qu'on fait un questionnaire pour savoir quels sont les thèmes qui sont qui vous intéressent le plus, ou vous pouvez suggérer aussi des thèmes. Donc, pour faire ça, vous allez à collabdusavoir, tout un mot, .com. Oui, le questionnaire n'est pas encore mis en ligne. Il sera d'ici à peu près une semaine ou plus tard. Et il est prêt, hein? Il est prêt, mais tu m'as pas envoyé. Non, là, il faut qu'on le valide vendredi, en fait. OK. Donc, dès lundi, il sera disponible en ligne. Beau, tout frais sur le Collab du savoir. Voilà. Joël, à toi la parole pour la fin. Ben, je suis en train d'écrire mon commentaire là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, justement, comme disait Jean-Claude, le mélange de pratique et bonne discussion. On n'a pas parlé de notre pratique du Collab du savoir, justement, et toute notre organisation du Collab du savoir se veut une équipe agile où c'est les personnes qui sont les plus importantes. Les 6 mousquetaires. Et chacun. 5. T'as des problèmes avec les chiffres en ce moment, Joël. C'était le 16e collab, alors c'est le 6e. Ben, c'est qu'il y a un inconnu là. T'as invité quelqu'un d'autre, tu vas nous le dire bientôt.
Et donc, alors c'est ça. Donc, on s'ajuste selon les besoins de l'environnement, les besoins des participants. Et on fonctionne beaucoup avec des debriefings, mais vous n'appelez pas ce terme-là debriefing dans votre méthodologie agile, je pense, Marwan. C'est rétrospectif. C'est ça. Mais debriefing, c'est un vieux thème, un vieux mot de la Deuxième Guerre. Là. Ouais, c'est mieux que post-mortem. Ouais. Donc, en tout cas, j'apprécie beaucoup et je vois que là, il y a toute une compétition parce qu'il y a eu des Café Lab où la majorité, c'était l'Europe. Et là, tout d'un coup, ça bascule au Québec. Là. Alors, c'est un défi pour les Européens là, d'aller chercher des nouvelles recrues. Ok, c'est noté. Donc, Au revoir tout le monde, on va y aller. pardon? Nous, on va aller, Claude et moi, on va aller. Oui, c'est ça. On va fermer la séance parce que là, c'est l'heure de la fin. Là. Et puis, alors, à partir de Montréal, je suis très content de vous dire bonjour. Et j'ai beaucoup apprécié votre participation tous. Et donc, merci. Et puis, n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Salut tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye tout le monde. Bye bye. À bientôt.